peu de retard. Donc on a changé de bouquin, hein. On suit le Rouvière, tête et cou et tête et membres cet après-midi. Donc c'est les membres et l'orthopédie. Et je vous présente Étienne Cavaignac, chirurgien orthopédiste au CHU Purpan, qui va nous parler, donc toujours dans l'esprit d'une hospitalisation et d'une récupération courte, récupération rapide, de la chirurgie du ligament croisé antérieur. Étienne, merci. Bienvenue. Cher maître, merci pour l'invitation. Je suis très honoré d'être ici aujourd'hui pour vous faire un état des lieux de la chirurgie du ligament croisé antérieur en 2021. Comment on peut faire pour optimiser les choses. Alors clairement, le thème de la journée aujourd'hui, c'est l'optimisation. Et on va essayer de décliner ça à 3 échelles. Une échelle individuelle, chez le patient, comment mieux démembrer les lésions. Une échelle un peu plus collective, l'organisation du bloc opératoire, qui va reprendre un peu ce qu'on vient d'évoquer. Et une échelle sociétale, où je vais avoir une réflexion sur les données et comment les récupérer. Il y a 2 prérequis indispensables qu'il faut qu'on garde en vue dans tout ce qu'on fait, à mon avis, dans nos activités chirurgicales. L'épisode de soins, qui doit être amélioré, et une approche de développement durable. Vous voyez que c'est très à la mode. Je ne suis pas un dangereux écologiste, mais je pense qu'il faut s'y intéresser quand même. Donc commençons par le démembrement des lésions. Regardez bien le genou droit de ce joueur de foot. Donc celui-ci là. Vous allez voir que sur la réception de l'appui, le genou se déboîte et se réduit. Je pense qu'il faut vite sortir des paradigmes classiques de valgus, rotation interne, rotation externe, qu'on nous a tous appris, et bien comprendre, comme ça a été montré dans les différentes études sur le sujet, que le genou, il se luxe à chaque fois qu'il y a un traumatisme, et que ce n'est pas qu'une lésion ligamentaire. Et l'étude des bone bruits, c'est-à-dire des reliefs osseux après impact, permet de comprendre que le genou se déboîte. Et quand il se déboîte, les structures antérolatérales ou postéromédiales, qui sont dénommées comme des stabilisateurs secondaires, sont lésées et touchées. Et ce qui est secondaire peut devenir très important, donc il faut savoir les étudier. Je vous montre ici par cette animation, pour essayer de mieux se représenter les choses, le ligament croisé antérieur est au milieu, ligament collatéral latéral, ligament antérolatéral ici. Et donc, quand on a un phénomène comme on vient de voir en vidéo, il y a d'abord une sensation tibiale antérieure. Le croisé casse, la racine postérieure du ménisque externe casse à ce moment-là. Rotation interne qui entraîne une lésion des structures antérolatérales, puis un contre-coup réflexe des structures postéromédiales qui va entraîner une lésion du segment postérieur du ménisque interne. Ça, c'est le traumatisme complet. Bien évidemment, il n'arrive pas ça à chaque fois, mais ça peut arriver jusqu'à ce nombre de lésions, et je reviendrai un peu plus tard sur l'épidémiologie. Donc le croisé qui casse, la racine du ménisque externe, ligament antérolatéral et les structures postéromédiales. Commençons par les structures antérolatérales. Il y a eu un grand buzz en orthopédie en 2013 avec la redécouverte des ligaments antérolatéral. Et j'avais eu la chance de venir présenter ça en 2017 face à vous. J'étais monté à Paris pour venir présenter la redécouverte du ligament antérolatéral. Je crois que j'étais le premier Aveyronais à monter à Paris sans créer un restaurant, ce qui est quand même pas mal. Le concept derrière ça, c'est le concept d'éco-chirurgie. Ce qui est important, c'est de regarder les structures avec les bons instruments. Vous voyez l'IRM de ce patient, on voit qu'il se passe quelque chose en antérolatéral, mais rien d'évident. Et le même patient à qui on fait une échographie de cette zone-là, on voit un arrachement osseux, une lésion de second, une fracture de second. Donc quand on regarde avec les bons instruments, on se rend compte déjà qu'on obtient 50% de patients qui ont une lésion du ligament croisé antérieur, chez qui on retrouve une lésion additionnelle. Ce n'est pas 50% de lésions de second, c'est 50% des patients qui ont une lésion du ligament croisé antérieur ont aussi une lésion de second. Ce n'est pas toujours une fracture. Il faut assimiler ça un peu à ce qu'on voit en chirurgie de l'épaule, aux lésions de Bankart. Ce sont des décollements. Il faut comprendre que la problématique, elle est rotatoire. C'est le plan qu'on a le plus difficile à analyser quand on veut analyser quelque chose dans le mouvement. La rotation est difficile à calibrer, difficile à quantifier, mais clairement, quand le genou se déboîte, comme ceci, ici, on peut avoir des structures antérolatérales qui sont lésées. Ici, vous avez un exemple à l'échographie avec le ligament qui est ici, un œdème et une lésion unicorticale. C'est vraiment une lésion de Bankart du genou, un décollement antérolatéral. Partant de ce principe, on a essayé d'améliorer nos techniques et de développer des techniques de reconstruction antérolatérale, entre guillemets, un peu plus minimales invasives. Donc on repère sous échographie les structures, l'épicondyle latéral et le tubercule de Jardy, pour aller y mettre une greffe, qui va être ici un gracile replié en deux. Le demi-tendineux est utilisé pour le croisé antérieur, qu'on vient appliquer en antérolatéral, vous voyez le gracile replié en deux, appliqué sur le fémur par une agrafe,
et sur le tibia par une encre. Donc je vous mets en accéléré pour éviter de perdre trop de temps. On repère les différentes structures et on vient fixer ça en extension complète pour éviter qu'il y ait trop de contraintes. C'est une ceinture de rappel antérolatérale qui prévient du risque de déboîtement du genou et du risque d'instabilité rotatoire. On le fait sous échographie, non pas juste pour pouvoir dire qu'on le fait sous échographie, mais quand on utilise l'échographie, on se rend compte qu'on est bien plus précis que ce qu'on pense être rien qu'avec le toucher. Ce groupe-là, il a été fait où on repère l'épicondyle latéral au doigt et on vient placer la greffe en arrière de celui-ci. Et ce groupe-là, il est fait en repérant à l'échographie où est l'épicondyle latéral. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin de commenter pendant longtemps les résultats. Vous voyez bien qu'on est plus reproductible et qu'on est toujours mieux placé. Tout ça pour dire que l'échographie est un outil qui n'est certes pas moderne, mais qui est un outil de réalité augmentée, c'est un terme dont on parle beaucoup en ce moment, pour mieux voir les choses que l'on pensait bien voir. Et quand on fait ces chirurgies additionnelles, comme on peut le voir ici avec 2 ans de recul, c'est un papier d'une autre équipe française, on a le même taux de réopération, aucune complication spécifique, 2 à 3 fois moins de re-rupture de la greffe du ligament croisé antérieur dans de nouveaux traumatismes que dans les autres groupes de greffe sur lesquels ces structures additionnelles n'ont pas été reconstruites. Et c'est quand même des résultats qui sont relativement impressionnants. Et c'est quand même paradoxal de voir que dans les techniques classiques, ici la technique au tendon rotulien, à 50 mois, on a 15% des patients qui vont être repris chirurgicalement. On est dans le pays de l'aviation, à Toulouse. Un avion dont 15% n'arrive pas à destination, je ne suis pas sûr qu'il ait une belle vie commerciale. Donc c'est vraiment des problématiques sur lesquelles il faut s'intéresser et comprendre que ces structures antérolatérales, elles ne sont pas secondaires, il faut savoir comment les chercher et il faut les reconstruire. Je vous ai dit que le corollaire de ça, la lésion en contre-coup, c'est la lésion du segment postérieur du ménisque interne, donc à l'opposé du centre de rotation du genou. C'est ce qu'on appelle des lésions de rampe ou des rampes lésions, c'est pas moi qui ai inventé le terme, et ça correspond à des lésions longitudinales derrière le ménisque médial qui sont concomitantes d'une lésion du ligament croisé antérieur. Gardez en tête ce que je vous ai montré tout à l'heure, le traumatisme en rotation et les lésions en contre-coup. Là aussi, si vous n'allez pas les chercher, vous ne les trouverez jamais. Cet exemple d'échographie, donc vu de face, le fémur est ici, le tibial, le ménisque interne ici, c'est un genou gauche. On tire sur le ménisque par devant, ça ne semble pas vraiment très pathologique. On passe la caméra derrière, vous voyez que c'est le même patient, il n'y a pas de montage, et on voit apparaître en postérieur un détachement capsulaire. Ici, tout le ménisque est déchiré. Je vais passer une aiguille ici pour qu'on le voit. Et donc le problème, contrairement à ce qu'on imagine à chaque fois, ce n'est pas un problème antérieur, c'est-à-dire ce n'est pas le ménisque qui va devant, mais c'est tout ce qui est derrière le ménisque qui part derrière et qui peut créer une instabilité, là aussi, antéro-postérieure. Je vais vous le détailler juste après. Ces lésions, quand on regarde par devant, on en trouve 60%. Quand on passe le scope derrière, on en trouve 20% de plus. Et quand on gratte avec l'aiguille, on arrive à 40% d'identification. Donc ce geste simple, qui prend 2 minutes, permet de voir des lésions dont vous allez voir l'impact est important dans la suite de ce qu'on va prendre en charge le patient. Pourquoi il faut gratter à l'aiguille? Parce que ces lésions elles peuvent être cachées. Ce sont des lésions du ligament ménisco-tibial qui est ici, je vais y revenir après avec d'autres coupes. Et la membrane synoviale qui est au-dessus peut venir recouvrir la lésion, ce qui crée une lésion partielle qui n'est pas identifiée. Et donc si on gratte avec l'aiguille, on va pouvoir mettre en évidence une lésion qui est instable et donc la réparer. Mieux qu'un commentaire, un exemple. Le genou, donc c'est un genou gauche ici, c'est le ménisque interne qu'on voit, on le palpe par devant. La qualité de l'image sera meilleure quand on va passer derrière. On passe dans l'échancrure, on réoriente le scope et on va regarder l'aiguille. Déjà, on se rend compte que ce tissu, il paraît moins joli que les autres tissus méniscaux. Et là, avec l'aiguille, donc les détracteurs pourront dire qu'on crée une lésion méniscale, mais regardez, en 2 coups d'aiguille, on ne va pas décrocher un ménisque. Et on voit que tout ce qui est en profondeur n'est plus lésé. Il faut bien garder à l'esprit que le problème, il est le ligament ménisco-tibial qui est inférieur. Et que donc, en allant gratter la capsule articulaire qui est au-dessus, on peut démasquer des lésions, mais on ne va pas en créer avec une aiguille, surtout avec 2 petits coups d'aiguille comme ça. Les conséquences biomécaniques, elles sont majeures. Ces lésions, si on ne les traite pas, on va avoir une translation antérieure qui va être augmentée, et donc on vient de faire une chirurgie au patient qui est une reconstruction du ligament croisé antérieur pour lutter contre cette translation, et elle va être augmentée si on ne répare pas la lésion, donc le risque de rupture de la greffe est là aussi augmenté.
Donc vous voyez une lésion secondaire qui n'est pas si secondaire que ça. Ça avait bien été montré par Jacques Houston en 73, je crois, non 93, pardon, où il avait évoqué le rôle du semi-membraneux qui faisait de ces lésions plutôt des instabilités postéromédiales que des lésions méniscales à proprement parler. Comme on avait envie de vérifier ça et qu'on ne croit rien sans le vérifier, on est allé avec le laboratoire d'anatomie et les anatomopathologistes analyser l'anatomie du segment postérieur du ménisque interne et notamment les connexions avec la branche capsulaire du muscle semi-membraneux ici. On a récupéré 42 coupes qu'on a toutes passées avec ce type de procédé pour bien voir les tissus. Qu'est-ce qu'on observe? On observe à chaque fois une constante, 100% des cas, une branche capsulaire du semi-membraneux qui s'insère en arrière, jamais sur le corps méniscal, mais sur le ligament méniscotibial, sur un tissu d'interposition ici, sur le ligament ménisco-capsulaire, qui est toujours présent, qui est fait de fibres musculaires. On observe un ligament méniscotibial qui est toujours inférieur, qui part en postéro-inférieur et qui descend sous le plateau tibial. Et on observe dans tous les cas une zone de faiblesse avec un tissu graisseux ici, zone d'interposition. Vous voyez bien où je veux en venir, c'est là que va se passer le problème de la lésion de rampe. Reprenons maintenant sur cette vue de l'arrière du genou. Donc on se met dans l'axe du tendon semi-membraneux. Je vous rappelle que le genou, quand il se déboîte en rotation, il part en rotation interne et qu'on peut avoir une contraction réflexe du semi-membraneux. Il se contracte, il y a une action sur le tendon direct et une action sur le tendon réfléchi que je vous ai montré, qui est en arrière de la capsule articulaire et qui donc vient faire une contraction réflexe derrière la capsule articulaire en plein sur la zone de faiblesse précédemment détaillée. Donc le tendon tire vers l'arrière et la rupture se fait au niveau de la zone de faiblesse. Donc avec cet article, on a pu peaufiner la physiopathologie et mieux comprendre l'explication qui se passe derrière ce phénomène réflexe du semi-membraneux. Cet article, il a été globalement assez mal accueilli dans la communauté. Pourquoi? Parce qu'on est les premiers à démontrer que le ligament méniscotibial, il n'est pas postérieur, comme précédemment décrit, mais inférieur. Et ça change tout dans la façon dont on veut le traiter. Ça change tout dans la façon dont on veut le réparer ou le reconstruire. C'est un impact thérapeutique qui est majeur. Regardez ici. Donc, la branche capsulaire semi-membraneux, souvenez-vous qu'ici, il y a une zone tissu graisseuse qui est juste vascularisée, qui est un tissu d'interposition. Donc, si on attaque tout par devant, avec les techniques classiques dont la plupart des laboratoires nous vendent le matériel, on va venir fixer des encres dans un tissu qui est un tissu d'interposition et qui n'a pas de rigidité en lui-même. Alors que si on fait des techniques plutôt issues de la chirurgie de l'épaule, on va faire une reconstruction que nous on appelle anatomique, au crochet et au fil, afin de pouvoir raccrocher tous les morceaux qui ont été lésés. Donc nous on appelle ça là-haut une réparation qui est non anatomique, et en bas une réparation qui est anatomique. Là aussi, plutôt que la théorie, un exemple. Voilà ce patient, donc j'ai mis la caméra en arrière du scope, la caméra en arrière, donc vous voyez une lésion de rampe classique. Donc on fait, comme on nous dit certains confrères, on passe des fils, suture, par devant, et on va regarder derrière. Donc rappelez-vous, l'encre qu'on a mis derrière, elle va se positionner dans un tissu d'interposition avasculaire sans vraiment de structure. Donc déjà, on peut se poser la question de la rigidité du tissu lui-même. Donc on fait tout bien comme on nous a dit, comme on voit dans les livres, on met les deux encres, on serre le nœud, on coupe le fil, et là, quand je vous dis, on regarde par devant, pas de problème, de toute façon le problème il est situé derrière, on met la jambe en extension, on ne fait pas reprendre le foot au monsieur, on met la jambe en extension au bloc et on met la caméra derrière. En termes de réduction et de rigidité, on peut quand même faire mieux que ce système qui est tout lésé. D'où l'idée de se rapprocher des chirurgiens de l'épaule, d'avoir de la chance, si vous avez la chance comme moi d'avoir des blocs multidisciplinaires, d'aller voir ce qui se fait à côté et de réparer ces lésions comme on répare des lésions du bouleret de l'épaule, c'est-à-dire avec un abord, et faire une structure anatomique avec du fil résorbable qui est passé dans les différentes structures ligamentaires et qui est suturé en descendant des nœuds. C'est quelque chose qu'on ne fait pas en pratique courante en chirurgie du genou, mais comme tous les gestes, il suffit de les apprendre et de savoir les répéter. Donc on met autant de fils qu'il y a besoin pour faire la reconstruction et pour stabiliser la lésion méniscale. Quelques chiffres. À gauche, technique classique, 25% de ménisectomie secondaire à 5 ans de recul. À droite, quand on prend en charge avec une technique comme je vous ai montré et qu'en plus on fait une reconstruction antérolatérale, c'est-à-dire qu'on traite le problème rotatoire,
on arrive à 6% de ménisectomie secondaire. Donc on a une vraie diminution du nombre de réopérations, ce qui est quand même majeur. 25% des patients qui sont réopérés dans les 5 ans après une chirurgie ligamentaire du genou, c'est difficilement acceptable. Ces lésions, elles sont beaucoup plus fréquentes que ce qu'on croit. C'est le dernier papier qu'on vient de publier à propos de 600 chirurgies de ligaments croisés antérieurs. On voit que la notion de ligament croisé antérieur isolé, elle est présente dans seulement 22% des cas. Qu'on a des lésions combinées dans la plupart des autres cas, avec des pourcentages qui sont importants. Vous voyez, les lésions du ligament croisé antérieur et ligament antérolatéral, on est à 50% des cas. Donc quand ce genre de patient, quand vous prenez tous vos patients d'une cohorte qui ont une lésion du LCA et que vous faites que le LCA, eh dans 80% des cas, vous avez oublié une lésion. Donc c'est caricatural, mais c'est assez proche de la réalité. Et c'est mon premier message du topo, je me permets de citer Saint-Mathieu, cherchez et vous trouverez. Il faut se remettre en question, aller voir ce qui se fait et mieux appréhender toutes les lésions fines qu'on peut être amené à observer. En continuité, mais sans le faire exprès avec le topo qu'on a eu juste avant, je vais vous parler un peu d'organisation et d'ergonomie au bloc opératoire parce que, comme vous le savez, on est tous confrontés aux difficultés d'organisation. Et je commencerai par vous expliquer ce qu'est le développement durable. Le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Alors, la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, dans la vie de tous les jours, c'est une belle définition, mais comment on met ça en place? Et ma première impression, c'est que c'était plutôt complexe, voire clairement chaotique. Et en fait, quand on creuse un peu, c'est une conception du développement qui s'inscrit dans une perspective à long terme, en intégrant les contraintes écologiques, sociales ou sociétales à l'économie. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est faire la bonne chose au bon moment. C'est un objectif commun qu'on a avec la chirurgie, c'est-à-dire l'efficacité. Prendre conscience de tout le monde qui entoure la décision qu'on va prendre, donc l'économie, le social, l'environnement, l'appliquer à notre vie de tous les jours pour pouvoir avoir un but commun qui est l'efficacité, c'est-à-dire faire quelque chose comme il faut, pas forcément vite, mais comme il faut, et que ça se passe globalement bien pour tout le monde dans la salle quand on le fait. Alors peut-être que vous n'êtes jamais intéressé à ça, mais si vous vous intéressez à ce sujet, vous verrez qu'il est assez intéressant. L'emballage dans lequel sont mis nos dispositifs, je parle pour ce que je connais notamment l'orthopédie, a un rôle vraiment important dans nos pratiques. Le nombre de déchets, le temps qu'on passe pour trier les déchets, le coût, le temps d'ouverture en salle, le temps de commande, le nombre de manipulations et bien sûr le bien-être au travail. C'est des exemples typiques de là où le développement durable peut s'appliquer. Alors regardez, ça, c'est tout le matériel qu'il faut pour faire une reconstruction du ligament croisé antérieur. Et c'est, jusqu'à peu chez nous, c'était utilisé comme ça. Donc il faut la table comme ça, la mettre, il faut que l'infirmière elle ouvre chaque dispositif, que l'autre la prenne et mette sur la table. Ou alors la deuxième option, c'est de tout mettre dans un grand pack. Vous me direz, ça vous paraît pas, c'est pas une évolution majeure. Et pourtant, on a mesuré ça avec une étude prospective, 30 patients conventionnels, 30 patients avec l'emballage sur mesure, les critères, donc le nombre de déchets, le tri, le coût, le temps d'ouverture, je vais y revenir, et le bien-être au travail, c'est-à-dire qu'on a mesuré entre 0 et 10 à combien l'infirmière serait promotrice de ce système-là. C'est-à-dire à quel point elle recommanderait ça à une collègue. Regardons ce que fait nos infirmières au bloc opératoire, et là c'est vitesse x4. Avant que vous soyez dans la salle, si vous n'êtes pas avant, pour juste le matériel qu'on met sur la table. Comment voulez-vous que quelqu'un s'épanouisse au boulot en faisant ça? C'est pas possible. 39 manipulations pour ouvrir, 12 manipulations pour trier les déchets, pour mettre les déchets, 29 manipulations pour trier, ça coûte 60 €. Temps pour ouvrir, 4 minutes 30. Temps pour trier, 1,4 minutes. Temps de préparation, c'est-à-dire de mettre tout ça qui est dans une étagère sur cette table avant qu'on vienne l'ouvrir ici, 4 minutes et 21 secondes. Est-ce qu'elle trouve que c'est bien? Non. Normalement, personne ne recommande ce type de fonctionnement. On met tout dans un pack. Pour l'ouvrir, 3 manipulations, nombre de déchets, un item, coût 100 €, ben ça les labos, ils sont malins, ils le vendent plus cher. Temps pour ouvrir, 25 secondes. Temps pour trier, 10 secondes. Temps pour préparation, c'est-à-dire pour mettre ce pack sur la table, 10 secondes. Et alors là, je peux vous dire que les infirmières, elles sont toutes promotrices du système. Il n'y a aucun doute. Aucun doute. Les différences, elles sont flagrantes. Je veux dire, les statistiques, on peut leur faire ce qu'on veut. On passe de 39 à 3, de 32 à 1. C'est moins de déchets, moins de temps, moins de manipulation, plus de bien-être. C'est clairement l'efficacité au bloc opératoire qui plaît à tout le monde. Et les chiffres sont importants.
32% de déchets en moins. 32, pardon, pas 32%, 32 fois moins de déchets en moins. De déchets. Ils gagnent 20 fois le temps de triage. C'est plus cher de 40 €. Le temps d'ouverture, 18 fois moins. Le temps de commande de réparation, 32 fois moins. Le nombre de manipulations divisé par 13. Bien-être au travail, sans aucune différence. On est en train de publier ces chiffres parce que je pense qu'il faut publier pour mettre une trace à tout ce qu'on fait, et ce sont des sujets qui sont multidisciplinaires et très intéressants. À l'échelle de l'établissement, si on monte un écran, chez nous dans le service, on fait 2000 chirurgies du genou par an. Ça fait 72 000 manipulations en moins. Donc vous imaginez les arrêts de travail, les conséquences des troubles musculo-squelettiques. 200 heures de bloc, 129 000 € au bas mot. 133 heures de temps de préparation, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui, au lieu de cliquer, ne fait qu'un clic au lieu d'en faire 32. Ça fait 177 heures de commande en moins, 64 000 déchets en moins. Par contre, ça fait un surcoût pour l'établissement de 80 000 €. Et bien sûr, le bien-être au travail, dans le contexte qu'on vit actuellement, je pense que ces 80 000 € sont vraiment à mettre en balance avec les chiffres qu'on nous explique tout à l'heure sur les formations d'infirmières. Donc, c'est clairement quelque chose sur lequel il faut se tourner vers nos équipes et écouter, bien évidemment, quelles sont les plaintes, mais il y a des moyens très simples de les améliorer. On met tout dans un pack, vous trouvez un labo, vous mettez tout dans un pack et vous faites comme ça, et ça améliore grandement les choses. Ce concept d'orthopédie, d'écologie, il est souvent vu comme négatif ou restrictif, mais c'est vraiment une bonne raison d'analyser et d'optimiser nos pratiques, et il y a des moyens simples qui peuvent plaire à tout le monde. Je terminerai très vite par la dernière échelle, l'échelle sociétale. Les données, le big data, c'est quelque chose qui est très à la mode actuellement, de récupérer des data. Ces scores fonctionnels que nous utilisons, PROMS, Patient Relative Outcomes Measurement, ils sont importants pour deux niveaux. À l'échelle de la population, pour comparer les traitements et les stratégies. Ça, c'est des décisions publiques, savoir qu'est-ce qui marche pas. Et à l'échelle individuelle, pour monitorer nos patients. Mais pour faire ça, on a besoin d'une échelle valide, reproductible, discriminante et sensible au changement. Le score les deux points que je vais aborder avec vous, c'est la pertinence de la donnée, parce que c'est bien beau de les corriger, mais la pertinence est importante, et la collecte. En ce qui concerne la pertinence, ce score, c'est le score le plus utilisé en orthopédie. Le COUS, validé en 1998, on l'utilise pour toutes les pathologies du genou. 42 questions, 10 à 15 minutes pour remplir le score, avec des questions que vous allez voir qui sont un peu particulières. Ça ne va pas du tout avec l'échelle, avec le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle. Il faut se poser la question. Ça représente aux États-Unis 785 heures par médecin pour remplir des scores fonctionnels. Je vous laisse évaluer le coût. C'est toujours des données à voir, mais c'est trop de temps, trop d'argent. Trop de temps, trop d'argent pour des questions qui ne sont pas pertinentes. En fait. Comment on a eu l'éveil sur ce problématique-là? J'opère un certain nombre de joueurs, notamment des joueurs de haut niveau. Et un des joueurs à qui j'ai fait faire le score me dit, quand même, vous allez m'opérer d'une chirurgie du croisé, et vous me demandez si j'arrive à me mettre au lit, à enlever ou mettre mes chaussettes ou à sortir du lit. Ça donne une image qui n'est pas une image de performance. Il faut vraiment qu'on ait des scores qui soient adaptés aux gens qu'on a en face. Parce qu'au moins, au minimum, ça donne une image de manque de confiance, de manque d'ambition, mais aussi une image de manque de confiance. Il est en train de me dire, le chirurgien, que le résultat qu'on peut avoir, c'est se dire, est-ce que les chaussettes seront bien mises? Enfin, quand c'est quelqu'un qui veut reprendre une activité importante, on ne peut pas se contenter de ça. C'est pas possible, ces scores, ils ne sont pas adaptés. Faites-vous les scores fonctionnels. Je ne sais pas comment c'est dans les autres spécialités, mais en orthopédie, vous allez être très surpris. Je veux dire, on arrive à détecter si quelqu'un est sur le point de ne plus marcher, mais pas grand-chose de plus. On s'est dit qu'il fallait essayer de simplifier ça et d'aller au plus simple. Et le plus simple, c'est une question. À combien évaluez-vous aujourd'hui votre genou par rapport à un genou normal en pourcentage? Donc entre 0 et 100, à combien vous trouvez votre genou? C'est la seule question qu'on pose aujourd'hui. Donc on a validé ça du niveau statistique, je crois qu'il y avait 1000 patients qui ont été inclus. C'est valide par rapport à tous les autres scores. C'est reproductible, sensible au changement et discriminant. Donc tout ce qu'on veut. C'est court, peu chronophage. Du coup, ça améliore le taux de participation parce que le patient qui a rempli les 42 items du premier score, il le fait en pré-op parce qu'il est gentil avec vous, il le fait en post-op immédiat parce qu'il est gentil avec vous, mais à un an, quand ça va bien, personne ne le fait. Et je serai le premier à ne pas le faire, donc je ne leur jette pas la pierre. C'est facilement compréhensible, c'est facilement transposable en différentes langues, et surtout, ça nous permet de comprendre où le patient se situe et où il veut aller.
Donc en pré-op, il estime son score à ça. Au niveau où l'on voit aujourd'hui, il est comme ça. On estime que nous, le meilleur, il sera à 100. Et le patient, parfois, il espère 120. Et ça, quand on fait de la chirurgie fonctionnelle, c'est des choses qu'on voit fréquemment. C'est-à-dire que moi, j'ai un certain nombre de joueurs qui pensent qu'ils pourraient être professionnels, ce qui n'était pas avant, si on avait mieux amélioré leur genou. Ce qui permet de voir où c'est qu'on en est. Les collectes, 5 minutes, et je laisse la place. C'est un problème majeur. Le problème majeur, c'est le problème du manque de données, qui est le corollaire de ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que si les scores sont trop compliqués, les gens ne remplissent pas les demandes. Et vous ne pouvez pas suivre. Et donc, si vous n'avez pas les bonnes données, vous avez des biais. Il n'y a que les gens qui sont très intéressés qui remplissent les données. Et donc, on ne parle pas à tout le monde, en fait, et on n'analyse pas tout le monde. Il faut au minimum 60% d'un collectif pour que la donnée soit utilisable et analysable. On a développé, alors on aime bien donner des noms importants, en orthopédie, on se fait un peu les malins, l'expérience de soins augmentés, ce qui est une gestion automatisée, numérique, complète de l'épisode de soins, avec un monitorage permanent et la fourniture du matériel. Comment ça se passe? Ce jeune joueur, il est à la consultation avec moi, je suis ici, mon interne est là, et à la fin de la consultation, une fois qu'on a décidé qu'on allait opérer, en 45 secondes, il marque son mail, son nom, son prénom, sa date de naissance, moi je rajoute le protocole et je mets la date de la chirurgie. On ne le relance jamais. Il ne reçoit pas de texto, il n'est pas relancé, personne ne le rappelle, rien que ça. Donc il faut être un peu convaincant à la consultation, mais ça. Il est automatiquement connecté à l'application Hortense, qui a une partie pour le patient, une partie pour le praticien. Donc on a mis en place un processus complet expliqué, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos pour comprendre ce qui va se passer. Il y a un suivi permanent, c'est-à-dire que le patient peut tous les jours, quand il veut, aller vérifier qu'il soit bien là où il doit être au moment de sa rééducation. Il y a une interaction qui est donc permanente avec le patient, le praticien. Donc le patient a l'impression qu'il est tout le temps monitoré, qu'on est tout le temps au courant de tout ce qui se passe. Et c'est un phénomène actif, c'est-à-dire qu'on va lui poser des questions auxquelles il va répondre. Et nous, de notre côté, on récupère les scores fonctionnels sans rien faire. On a un monitorage continu où on voit comment le score douleur évalue, par exemple. Ici, c'était l'exemple de la douleur. Le patient, là aussi, a la sensation d'avoir une interaction permanente. Et ce sont des protocoles personnalisés, c'est-à-dire que moi, j'y mets ce que je veux dedans et le chirurgien à côté, il met ce qu'il veut dedans. Et depuis peu, on fait livrer gratuitement à la maison, en préopératoire, une attelle de cryothérapie et les béquilles. C'est-à-dire que le patient ne va même pas à la pharmacie. Il est chez nous, il rentre son mail, il reçoit les questionnaires, et avant la chirurgie, il reçoit cette attelle et ses béquilles chez lui, à la maison. Depuis qu'on fait ça, on est passé de 60% de participation à 80% de participation avec des scores de satisfaction très élevés et des scores de recommandation très élevés. C'est-à-dire que moi, j'ai des patients qui viennent me voir, non pas pour la chirurgie, mais parce qu'ils savent qu'ils auront ça après, que c'est dans le package. Ça, c'est on me pose la question du coût, c'est le fabricant qui se débrouille. Au lieu de donner la marge à la pharmacie, il la prend sur le transport. Personne n'avance l'argent, on fait avec, le fabricant avance la partie mutuelle et la partie sécu. Des fois, il y perd, mais des fois, il y gagne. Sur 2000 chirurgies du genou par an au CHU Toulouse, il y gagne souvent. Pourquoi ça marche? Parce que c'est automatisé et simple, parce que c'est une interaction permanente avec le chirurgien, parce qu'on livre le bon matériel au bon moment et que le patient n'a rien à faire, et que ça donne clairement une image de modernité. C'est-à-dire que c'est vraiment de la prise en charge 2.0, c'est-à-dire qu'on livre le matériel au patient. Cherchons, nous trouverons, pensons à nos équipes, surtout dans le contexte qu'on vit à l'heure actuelle. Vivons dans notre époque avec des outils modernes, c'est très important de savoir. Moi, j'ai beaucoup de patients très jeunes, il faut savoir leur parler comme il faut. Je vous remercie. Merci. Il faut remercier le professeur Cavaignac. Alors, il y a deux parties dans votre propos. Une première partie qui nous a fait retourner aux sources de la chirurgie, c'est-à-dire à l'anatomie, à l'entomopathologie, à la physiopathologie, qui était particulièrement claire, même pour les non-spécialistes. Et c'est une qualité pédagogique qu'il faut vous reconnaître. Et puis il y a une deuxième partie qui est un véritable contre-pied par rapport à la thématique finalement d'aujourd'hui. Un contre-pied un petit peu comme on a vu sur la vidéo du joueur de foot là, qui se tord le genou. C'est-à-dire que là, l'optimisation de la suite, alors on va peut-être en parler, mais c'est l'optimisation du temps périopératoire qui est important également, surtout si en découlent des vertus de coût, des vertus économiques. Et là encore, comme ce matin, on voit que les jeunes chirurgiens ont et peut-être doivent avoir des qualités de manager, ce qui est le cas, donc une organisation
par le haut, puisque c'est à la fois évidemment les renseignements pris et l'utilisation de l'outil numérique dont vous faites la promotion tout le temps. Et qui va donc vous permettre de délivrer un certain nombre d'informations, elles-mêmes source de progrès, j'imagine, pour l'avenir. Bon, il y aurait beaucoup à dire. Il y a certainement une ou deux questions qui viennent. Jean-François ? Micro, s'il vous plaît. Il y a un micro, mais il n'est pas. Il y a un micro. Il faut. Si tu ne sais pas enlever du premier coup un ménisque, tu ne seras jamais un bon chirurgien. Je vois que l'eau a coulé sous le pont Neuf et que les choses ont bien changé. Et bravo d'avoir fait ce progrès. Combien de ménisques ont été sacrifiés inutilement. Bravo, parce qu'après, ils avaient une arthrose 30 ans après. Et le deuxième point que tu voulais développer ? Alors, deuxième point, il faut que tu te rapproches de notre ami Philippe Cuc pour les infirmières Yvonne. Là, je crois que vous avez un point de convergence important. Voilà, écoute, félicitations. Alors, toi, tu es dans le service commun de PPR, c'est ça ? Alors, c'est qui maintenant C'est toi qui as succédé à Chiron ? Non. Bien. C'est le professeur Rénat qui a succédé à Philippe Chiron. Nicolas Rénat qui fait la chirurgie de la hanche. L'interaction se fait avec qui ? On a vu qu'il y a des questions qui sont posées, ou en tout cas des informations qui sont envoyées par le patient. De l'autre côté de la ligne, il y a qui ? C'est un enregistrement qui est fait... Tout est automatisé et on définit des seuils d'alerte. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans le post-opératoire de ma chirurgie du genou, si le patient a 1 mois et demi, il n'a pas atteint 90 degrés de flexion, je reçois une alerte qui me dit il faut s'intéresser à ce patient-là. D'accord. Il n'y a pas de dialogue, en fait, sinon c'est non, mais comme c'est un processus actif, c'est-à-dire que les gens vont chercher des choses et aussi passifs, ils ont l'impression de cette interaction. Ouais. Tout a l'impression. On ne va pas, chacun d'entre nous, tous les jours recevoir des mails de nos patients. C'est invivable. Mais il faut des patients bien éduqués, quand même, à tout point de vue, non ? 80%, donc il y a 20%. Non, c'est tous les âges. Bon, tous les âges. En tout cas, il y a un beau défi. C'est un défi, oui. C'est un sportif. Oui. Ceux qui répondent le plus, c'est les personnes âgées, pour les prothèses. C'est eux qui répondent le plus. Et comme je vous l'ai dit dans le topo, je viens d'un coin assez reculé de l'Aveyron. Et les gens qui viennent me voir de là-bas, il n'y a aucun problème. C'est jamais eux qui ont un problème. Ceux qui ne répondent pas, c'est ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de tout ça. Bien, merci beaucoup. Je crois qu'il y a une question, monsieur. On continue dans des membres. Hubert, pardon. Je voudrais quand même saluer votre démarche vertueuse concernant le problème des déchets. L'Académie a organisé cette année une session complète consacrée à ce sujet qui a été organisée par les hôpitaux de Strasbourg. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup de chirurgiens qui sont quand même concernés par ces problématiques, qui voient bien les penseuses, comme vous l'avez très bien décrit, passer leur temps à jeter en début d'intervention tout un tas d'emballages, avec des volumes qui sont considérables. Pour autant, on ne voit pas bien comment cette démarche vertueuse peut encore actuellement être valorisée ou encouragée, parce qu'on voit bien qu'il y a des initiatives comme les vôtres, que c'est l'avenir. Mais pour l'instant, nous qui sommes dans la pratique, on reste malheureusement un peu impuissants, mais je voulais quand même saluer votre réflexion, parce que c'est une vraie démarche, une vraie réflexion de grands professionnels. Alors, pour prendre le côté pratique, nous, on a mis en place ça pour toutes les chirurgies du service. C'est-à-dire que toute la chirurgie, il y a un pack pour le genou, un pack pour la hanche, un pack pour l'épaule, et toutes les infirmières utilisent ça maintenant. Le côté écologique est une partie du problème, mais vraiment, je me permets d'insister sur le côté ergonomie. Enfin, c'est pas possible de demander à quelqu'un de passer la journée à faire ça. Moi, quand je fais une chirurgie du ménisque, par exemple, quand on fait des sutures méniscales, c'est des chirurgies qui durent 5-10 minutes. La pinceuse, elle rentre en salle, elle fait ça pendant 3 minutes. Après, elle clique sur je ne sais pas combien de trucs à l'ordinateur parce que j'ai suturé un ménisque. Enfin, après, c'est pas possible. Merci Étienne. Merci à vous. Très intéressant et les conversations vont pouvoir se poursuivre sans doute après la séance.